présidentielle. Coup de chance pour Jacob Zuma. Le Parlement sud-africain a rejeté sa destitution ce mardi. Au Bénin, on s'intéressera plutôt au congrès constitutif de Unité CNHU. Le monde syndical de la santé s'organise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour partager ces moments d'information. Au Gabon, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, a annoncé ce mardi même à Libreville sa candidature solennelle à la présidentielle. Un scrutin prévu au second semestre de 2016 au Gabon. Figure politique bien connue au Gabon, président de l'Assemblée pendant presque 20 ans, Nzouba Ndama a annoncé à Libreville, devant plusieurs centaines de sympathisants, sa décision de se mettre à l'écart du Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir. L'ancien patron de l'Assemblée se présentera face au président Ali Bongo Ondimba, candidat à un deuxième mandat. Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre, la déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016. En prenant cette décision, je ne veux être ni un héros, ni un martyr. Je veux être moi-même, Guy Nzouba Ndama. Sont également candidats l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et un ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Raymond Ndong Sima. Le scrutin à un seul tour, dont la date n'a pas été officiellement annoncée, devrait se tenir fin août, ont affirmé plusieurs sources proches de la présidence. La semaine dernière, Nzouba Ndama, suivi par 9 députés, avait démissionné avec fracas de ses fonctions pour protester notamment contre la destitution de 3 parlementaires à l'origine d'une branche dissidente au sein du parti au pouvoir, baptisé PDG, Héritage et Modernité. Ce courant, qui rassemble une quinzaine de députés et d'anciens ministres, dénonce le bilan calamiteux d'Ali Bongo depuis plusieurs mois. L'ancien président de l'Assemblée, qui avait à l'époque battu campagne pour le chef de l'État, a également tiré à boulet rouge contre des proches du président Ali Bongo. En Ouganda, l'opposant historique Kizza Besigye a été de nouveau interpellé ce mardi. C'était lors de sa première apparition publique depuis la levée vendredi dernier de son assignation à résidence. Kizza Besigye, qui conteste toujours la réélection controversée du président Yoweri Museveni en février, est accusé d'avoir participé à un rassemblement illégal. Kizza Besigye a été arrêté alors qu'il saluait des partisans rassemblés autour de son véhicule dans le centre de Kampala. L'opposant tentait de se rendre à une prière organisée au siège de son parti, le Forum pour le changement démocratique. Puisqu'il y a une procession, cela était une infraction. Il a enfreint la loi sur l'ordre public. Selon le porte-parole de la police de Kampala, Kizza Besigye aurait aussi défié les éléments de la police qui lui avaient conseillé, pour des raisons de sécurité, de ne pas passer par le centre-ville et de suivre un trajet déterminé par la police. Quand il a défié les ordres des officiers, il a été emmené à Nagalama. Il a été inculpé au commissariat de Wendegeya sous la référence 33/5/4/2016. Son délit est d'avoir participé à un rassemblement illégal. Notons que c'est la première fois que Kizza Besigye apparaissait en public depuis la levée de son assignation à résidence qui avait duré 43 jours.
Le Parlement sud-africain a ce mardi rejeté la destitution du président Jacob Zuma. Cette dernière a été demandée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. Le parti au pouvoir, qui soutient officiellement Jacob Zuma, a usé de son écrasante majorité au Parlement. Cette force a servi pour rejeter la destitution qui nécessitait 2/3 des voix pour être acceptée. La Cour pénale internationale l'a décidé. Elle met fin aux poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto. Mais cette décision constitue une déception pour les victimes des violences post-électorales de 2007 à 2008. Le défenseur des victimes devant la CPI a appelé la procureure Fatou Bensouda à faire appel à la décision. William Ruto, 49 ans, était poursuivi pour des meurtres, persécutions et déportations commises en décembre 2007. Plus de 1300 morts et 600 000 déplacés s'en sont suivis. Nous poursuivons ce journal en mettant le cap sur Djibouti. 10 Djiboutiennes mènent depuis plus d'une semaine une grève de la faim en France pour dénoncer les viols commis par des militaires et dont sont victimes, selon elles, de nombreuses femmes vivant dans les zones où opère une rébellion armée au nord et au sud-ouest de Djibouti. Pour ces femmes, c'est la seule alternative pour faire plier les autorités militaires de Djibouti. De l'eau, du jus de pomme, du thé sucré. Depuis 11 jours, Fatouma, Aïcha et les autres n'ont rien mangé. Après des années de lutte silencieuse et vaine, ces 9 Djiboutiennes mènent une grève de la faim en France pour dénoncer des viols dans leur pays. On attend du gouvernement français une réaction, un geste, parce que la France est très liée à Djibouti, que la France est très regardée sur le plan international et notamment par rapport à la question des femmes. Donc on attend qu'elle nous soutienne dans notre démarche de demande d'enquête internationale. Elles restent couchées, serrées sur des lits de camp dans le local exigu de l'association Femmes Solidaires qui les accueille à Accueil, au sud de Paris. Sous leur voile multicolore, traditionnel sur les bords de l'océan Indien, leurs visages trahissent la fatigue mais restent déterminés. C'est un mode d'action que l'on a recours quand on n'a pas pu se faire entendre par les autres moyens. Quand on n'a pas pu avoir justice par d'autres moyens, c'est ce qui reste, la grève de la faim. Et c'est le cas des Djiboutiennes, ils ne sont jamais arrivés à se faire entendre. C'est par ces gestes que Fatou Abdallah raconte le viol dont elle a été victime début 2007. Malentendante, elle montre les barrettes sur les épaules des militaires, croise les poignets pour dire qu'elle exige leur arrestation. Son père s'est battu pour obtenir justice sans succès. Donc nous, on est en train d'essayer de voir avec elle et avec les avocates le faisceau de preuves qu'on peut recueillir pour pouvoir de nouveau essayer d'interpeller la justice. Ces accusations sont rejetées par le gouvernement djiboutien. Depuis 1991, aucune preuve n'a été fournie aux autorités djiboutiennes pour étayer ces affirmations de viol. Le comité des femmes djiboutiennes contre les viols et l'impunité, créé en 1993, a recensé depuis 246 cas de viol par des militaires, mais selon Aïcha Dabalé, bien d'autres agressions sexuelles ont été commises. Toute la difficulté est de rassembler les témoignages et les preuves, s'est-elle désolée. Voilà, François Hollande a appelé ce mardi à une coopération exemplaire en matière de sécurité avec les pays du G5 Sahel, frappés ces derniers mois par une série d'attaques djihadistes. Des propos tenus alors qu'il recevait le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à l'Élysée. Suivons à présent un extrait des propos des deux chefs d'État à ce sujet. Nous devons prendre conscience que le terrorisme peut frapper dans tous les pays, et particulièrement dans ceux qui ont déjà connu, par l'implantation de groupes terroristes dans des pays voisins, et je pense au Nord Mali, et ces pays sont donc exposés malgré l'action que nous avons menée, et ce qui s'est hélas produit à Bamako s'est reproduit à Ouagadougou, puis ensuite à Abidjan. Donc nous devons mener avec ce qu'on appelle les pays du G5 Sahel,
une coopération exemplaire en matière de sécurité, d'échange d'informations, de coordination du renseignement. Et notre force Barkhane est à la disposition justement des pays qui nous en font la demande dans l'action de prévention, mais aussi d'intervention si c'est nécessaire. Au plan régional, nous avons décidé de mutualiser nos moyens, aussi bien militaires que les moyens de renseignement, afin de permettre effectivement de ne pas permettre aux terroristes de pouvoir se déployer comme ils le veulent. Et à cette hâte-là, nous avons demandé à la France de pouvoir continuer à travers la formation, à travers également des possibilités de nous appuyer dans des équipements pour nos forces spéciales, de pouvoir continuer à mener cette action qui est une action maintenant internationale contre le terrorisme. Parlons à présent sécurité sanitaire. Le Malawi teste des drones qui seront utilisés en vue d'accélérer le diagnostic des nourrissons susceptibles d'être atteints du VIH-Sida. En effet, beaucoup de nouveau-nés meurent du sida, notamment en raison de la lenteur du dépistage et du manque de traitement. Le projet bénéficie de l'appui de l'UNICEF. À travers ce programme, l'UNICEF veut mettre en place des moyens destinés à réduire le temps entre l'examen des nouveau-nés et les résultats de dépistage en matière de VIH-Sida. Il a donc été initié pour permettre au Malawi de mieux faire face à la mortalité des nouveau-nés atteints du VIH-Sida. En tant que ministère, nous portons beaucoup d'intérêt à l'innovation parce que, comme vous pouvez le voir, la topographie du Malawi est telle qu'il est très difficile de transporter des échantillons d'un point A à un point B. Et avec cette innovation, cela va minimiser le temps qui nous est nécessaire pour amener les résultats à l'hôpital. Nous sommes vraiment reconnaissants, on doit l'être, envers nos partenaires, envers l'UNICEF pour son initiative. C'est un très grand pas en avant pour améliorer la santé et la survie des enfants parce que nous avons toujours été retardés par le transport des échantillons, ce qui engendre un diagnostic tardif. Et de ce fait, nous avons perdu des enfants. Une fois devenus opérationnels, les drones réduiront de façon considérable le temps nécessaire au transport des échantillons de sang. Notons qu'au Malawi, 10% de la population est déclarée séropositive. Au Bénin, le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Maga a servi de cadre au congrès constitutif de l'Union des travailleurs engagés du CNHU, unité CNHU. C'était en fin de matinée ce jour même sous la houlette du président du comité préparatoire, Théophile Dossou, que nous vous invitons à suivre. C'est une révolution parce que nous avions été brimés, on nous a imposé un silence pendant des années dans la mauvaise gestion. Aujourd'hui au CNHU, les travailleurs qui doivent prendre 30 000, 40 000 ne prennent pas. Mais on trouve 400 000, 500 000 pour payer à des agents. Il y a une ségrégation. Les fonds de la maison sont dilapidés. Bien sûr, avant l'arrivée de l'actuel directeur. Et nous l'avons dénoncé sur des années. Il y a beaucoup qui ont failli perdre l'emploi chez nous, parmi nous. D'autres ont failli faire la prison, rien que pour leur opinion. Et comme les gens étaient bien protégés par le pouvoir passé, ils étaient à l'aise dedans. Aujourd'hui, nous avons dit que ça ne peut pas continuer. Et à la veille de la rupture, nous avons dit que nous ne pouvons pas rentrer dans la rupture avec la pourriture. Nous sommes nés et dans les conditions les plus requises. Nous avions pris toutes les précautions cette fois-ci. On ne pourra pas nous dire qu'on ne va pas participer à comment la maison est gérée. C'est notre objectif. Chaque travailleur doit être au boulot à 8 heures pour bien s'occuper des malades. Et c'est ça qui va nous faire rentrer des devises pour que nous exigions des choses de l'employeur. Deuxième chose, on doit exiger du pouvoir qui vient que notre centre soit équipé. Et quand on va donner l'équipement, il faut que ça soit bien géré. Qu'on débourse des milliards pour payer le matériel médical et que ça soit détourné dans les cliniques privées. Ça n'arrange plus la population qui vient ici. Et troisième chose, il faut que le personnel soit motivé. Il faut qu'on nous paye nos droits. Il faut bannir l'injustice. Il ne faut pas donner des choses aux médecins, ne pas donner aux sages-femmes, infirmiers, techniques de laboratoire. L'équipe médicale est une équipe, une vraie équipe. C'est comme une équipe de football. Lorsqu'il y a un seul joueur défaillant, c'est le malade qui paye le prix. Donc prochainement, nous voulons vraiment que nous soyons considérés, nous soyons vus avec un autre œil. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez en compagnie des programmes de CITO.